Bonjour, alors aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur les éléments de contreventement, d'accord? Et nous allons nous intéresser à la répartition de l'effort sismique aux différents éléments de contreventement. On sait très bien que lorsque vous avez une accélération sismique à la base du bâtiment, d'accord, il va naître des forces d'inertie. Chaque fois que je déplace la base, d'accord, d'un bâtiment à gauche ou à droite, il va y avoir alternativement des forces qui vont déplacer mon bâtiment à gauche ou plutôt à droite ou à gauche. Alors ces forces-là, ce sont les forces d'inertie. Ce sont des forces d'inertie et qui sont appliquées aux différents niveaux. Alors ici, vous avez une schématisation d'un bâtiment en R plus 1, 2, 3, 4 et vous avez les différents planchers. Alors lorsque vous avez le mouvement du sol, donc le signal sismique, donc l'accélération du sol, vous avez une accélération subite, soudaine, d'accord, du sol de fondation, d'accord, eh bien, le bâtiment va se déformer à gauche ou à droite, alternativement. À gauche et à droite plutôt, pas où. Et je vais avoir différents déplacements. Et donc, les déplacements que vous allez noter ici, si j'ai un déplacement delta 5, j'ai un déplacement delta 4, j'ai un déplacement delta 3, j'ai un déplacement delta 2, j'ai un déplacement delta 1, cela veut dire qu'il y a eu des forces. Alors, c'est les forces d'inertie. À chaque fois que vous avez une accélération, vous avez des forces d'inertie qui vont s'opposer, d'accord, au mouvement. Et ces forces d'inertie, généralement, elles sont proportionnelles à la masse du en mouvement. Si j'ai un plancher ici de masse 1, 2, 3, 4, 5, alors j'ai un plancher de masse M5. Alors ici, la force d'inertie au cinquième niveau, elle sera égale à quoi? À la masse du plancher 5 multipliée par l'accélération du sol. Elle est notée U2.S. C'est une accélération. Donc c'est des mètres par seconde carré. Très bien. Et donc, au niveau 4, vous allez avoir M4 fois U de point S, etc. Et donc, ces forces d'inertie, elles ont la forme triangulaire en fonction des déplacements. Les déplacements est beaucoup plus grand en haut et beaucoup plus faible en bas. Et donc, ça veut dire que la force ici va être beaucoup plus importante, moins importante. Et plus on descend, la force va être moins importante. Et donc, notre bâtiment va être soumis à une série de forces. On en a parlé là, la première partie du cours. Si je dis que mon bâtiment c'est une console, supposons que le bâtiment c'est une console encastrée à la base, d'accord, encastrée. Ça c'est le modèle mathématique, les différents planchers, d'accord, la masse à l'étage 1, M2, M3, c'est les poids aux différents niveaux qu'on saura déterminer. En fonction de la constitution du plancher, des poutres, des poteaux, on saura calculer la masse de chaque étage. Et là, vous allez avoir une déformation, d'accord? Et vous allez avoir un déplacement ici, delta 5, ici, delta 4, ici, delta 3, delta 2, delta 1, qui vont leur correspondre des forces d'inertie F1, F2, F3, F4 et au dernier niveau F5. Très bien. Alors regardez, un bâtiment, tous les bâtiments qui soient en R plus 1, R plus 2, R plus 3 ou R plus 100, ce n'est que des consoles encastrées à la base. J'ai un mouvement sismique ici, une accélération du sol. Et donc, je vais avoir des forces, tantôt à gauche, tantôt à droite. Donc, les mêmes forces vont s'appliquer une fois à gauche, une fois à droite. D'accord? Voilà. Et donc, c'est comme si j'avais une console soumise à des charges concentrées dont je connais la valeur. Et ça, je pense que vous saurez le faire en RDM. Vous savez faire une console comme ça.
avec une charge concentrée, avec 2 charges concentrées, avec 3 charges concentrées. Alors, les charges sismiques, qu'est-ce qu'elles vont inclure dans le bâtiment? Ça, c'est des charges externes. C'est ce qu'on appelle l'action. Elles vont faire naître à l'intérieur du bâtiment. Alors ici, si j'ai une charge ici, F3, les efforts internes, c'est quoi? C'est un effort tranchant que je vais appeler V. Un autre effort tranchant, V. Alors ici, V3, ici, V2, ici, V1. Alors V3, c'est quoi? C'est égal à F3. Vous voyez? Ici, c'est F2. Ici, c'est la force F1. Attendez, je vais refaire tout ça pour que ça soit très clair. Donc, je disais, j'ai un bâtiment soumis à différentes charges, F5, F4, F3, ça sera plus petite, pardon, F2 et F1. Alors ça, c'est les actions extérieures. Et ça, c'est le niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc les charges sismiques sont appliquées au niveau du plancher. C'est le plancher qui bouge. Très bien. Ça, c'est les actions extérieures. Pour analyser une structure, l'action extérieure ne me sert à rien, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle provoque. Donc je fais une coupure ici, je vais trouver un effort tranchant que je vais appeler V. Alors c'est au dernier niveau, RDC, 1, 2, 3, 4. Alors V à l'étage 4, c'est égal à quoi? C'est la somme des forces qu'il y a au-dessus. Ça sera F5. V à l'étage 3, c'est égal à quoi? Ça sera F5 plus F4. V2, ça sera quoi à ce niveau-là? Ça sera F3, plutôt F5, F4 plus F3. Donc F5 plus F4 plus F3. L'effort tranchant qui va cisailler l'étage 1, c'est égal à... Donc c'est les efforts tranchants qui vont cisailler la structure à ce niveau. V2, c'est l'effort tranchant qui va cisailler la structure au niveau 2. Et ça sera quoi? Ça sera F5 plus F4 plus F3 plus F2. D'accord? 4, 3, 2, 1. Et V au rez-de-chaussée, c'est égal à quoi? F5 plus F4 plus F3 plus F2 plus F1. Alors ici, regardez, on voit un fait important. Regardez. C'est vrai que les déplacements lors d'un séisme sont importants vers le haut. L'étage qui est au sommet, c'est lui qui se déplace le plus. L'étage qui est en bas se déplace le moins. Mais regardez en termes d'effort. L'effort tranchant à la base, qui est ici, V rez-de-chaussée, il est le plus important. C'est pour cela que lorsque vous avez un séisme, souvent, les structures se ruinent par endommagement du rez-de-chaussée. L'effort à la base, bien sûr, si elles ne sont pas bien dimensionnées. Regardez l'effort tranchant à la base, c'est ce qu'on appelle l'effort. C'est la mesure de l'intensité d'un séisme sur une structure. C'est l'effort tranchant, c'est la mesure phare. D'accord? C'est la plus importante. Alors, lorsque vous allez avoir un effort tranchant à la base important, donc effort tranchant à la base, vous devrez, d'accord, dimensionner le système de contreventement en conséquence. Parce que c'est lui qui va reprendre ces efforts-là. Bien sûr, on va le dimensionner au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième, ainsi de suite. Voilà donc, c'est ce qu'on appelle les efforts tranchants à la base. C'est le paramètre essentiel qui va mesurer l'intensité du séisme sur une structure. Donc les forces sismiques sont importantes vers le haut, mais l'effort tranchant qui sollicite ma console, donc mon bâtiment étagé, il va être important vers le bas. D'accord? C'est un simple problème de RBM, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai des charges comme ça.
et je détermine l'effort tranchant. Alors ici, c'est la somme de toutes les charges qu'il y a à gauche. Voilà, très bien, on continue. Voilà, ici, on voit comment sont répartis les efforts tranchants. Et ils deviennent plus importants vers la base du bâtiment. D'accord? C'est pour ça, comme je l'ai dit, que les structures vont se ruiner beaucoup plus par épuisement du système de contreventement vers la base si ce dernier n'est pas convenablement dimensionné. Parfait. Donc, les efforts tranchants de niveau, appliqués aux différents planchers, devront être repris par le système de contreventement proprement dit. Posons-nous alors la question suivante. Comment se répartissent les actions sismiques en un niveau donné aux différents éléments de contreventement? Donc, une fois que j'ai mes forces sismiques, une fois que j'ai mon effort tranchant de niveau ou d'étage, comment ces charges-là vont être, plutôt cet effort tranchant va être transmis aux éléments qui vont résister. Alors, pour répondre à cette question, d'accord, voilà, on l'a expliqué, donc on sait que l'action sismique et donc des efforts tranchants de niveau sont appliqués bien sûr au centre de masse du plancher. Donc, toute force d'inertie, ça vous le savez, c'est un principe physique, toute force d'inertie est appliquée au centre de gravité, mais de gravité des masses, c'est-à-dire le centre de masse. Alors, pour une forme très simple, le centre de masse. Donc, centre de masse. Alors, si j'ai un plancher qui est comme ça, A par B, très simple. Le centre de masse, il est à l'intersection des diagonales. Supposez qu'il est là. D'accord? C'est très simple. Si c'est une forme un peu complexe, on peut toujours chercher le centre de masse avec des formules classiques du genre X centre de masse, c'est égal à somme des MI, XI sur somme des MI. Y du centre de masse, ça sera somme des MI, YI sur somme des MI. Peut-être on verra en DD comment déterminer le centre de masse. Alors M, c'est les masses, les différentes masses. Donc la masse du plancher, la masse des poutres, la masse des poteaux, la masse des maçonneries. On va prendre la maçonnerie, on va déterminer son centre de masse. On va prendre les poteaux, on va déterminer le centre de masse des poteaux. Et puis on fait le centre de masse de l'ensemble, d'accord, pour déterminer X CDM et Y centre de masse. C'est très simple, on verra plus tard une application. Bien sûr, au centre de masse est appliquée une force d'inertie, que j'ai appelée FI, qui est égale moins MPI. MPI, c'est la masse du plancher à l'étage I. Le I, c'est l'étage. Donc, si j'ai 10 étages, je vais avoir 10 forces d'inertie. Et gamma de points, c'est l'accélération du sol due au séisme. Elle est constante. D'accord? À la base, vous allez avoir une accélération gamma ou bien U. D'accord? US ou gamma, 2 points. C'est une accélération. Elle est exprimée en mètres par seconde carré. Alors, c'est les accélérations, c'est les accélérogrammes qui vous donnent ce paramètre-là. Des accélérogrammes avec lesquels on enregistre le séisme. Très bien. Alors, on voit bien que pour s'opposer à l'action horizontale extérieure VI, regardez, donc j'ai un effort tranchant d'étage que j'ai appelé VI. D'accord? C'est le système de contreventement. Alors, il est ici, regardez, les éléments que je vais repeindre en jaune, c'est eux les systèmes de contreventement. Alors, je vais augmenter un peu mon épaisseur. Ce système, c'est des éléments de contreventement, un poteau, des voiles, des poteaux et un autre voile ici. C'est ce que représente le système de contreventement. Alors très bien. Alors j'ai un effort tranchant de niveau qui vient, d'accord, qu'on avait déterminé tout à l'heure, pardon. Donc j'ai mes différents planchers. Ça c'est le rez-de-chaussée.
Ça, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, j'ai mes forces sismiques, elles sont triangulaires. Et j'ai mes efforts tranchants de niveau. Donc, à l'étage 3, 2, 1, rez-de-chaussée. D'accord, à l'étage 3, je vais avoir un effort tranchant V qui est égal à cette force-là. Ici, je vais avoir la somme de ces deux-là. Donc, à chaque niveau, regardez, j'ai un effort tranchant qui va venir cisailler, couper, d'accord, couper les éléments qui sont entre les deux planchers. Et quels sont les éléments qui sont entre les deux planchers? Ce sont les éléments de contreventement. Donc, j'ai un effort tranchant de niveau, ça dépend au troisième, au deuxième, au rez-de-chaussée, qui va être appliqué au centre de masse, d'accord? Il va pousser ma structure, et qui est-ce qui va réagir à cet effort tranchant? Qui est-ce qui va s'opposer à cet effort tranchant? Si j'écris une équation d'équilibre, alors ça sera les éléments de contreventement qui sont ici, qui vont s'opposer à cet effort tranchant des tâches. Alors, l'équation, elle s'écrit comme ça. Alors, VJ. Alors, c'est l'effort tranchant, d'accord, pour l'élément J, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là, un poteau, ça peut être celui-là. Donc, J, c'est l'élément de contreventement. Donc, l'effort tranchant repris par l'élément de contreventement J, J variant de 1 à n. Si j'ai n éléments de contreventement, j'ai n éléments, donc n voiles, n poteaux, n éléments de contreventement. Alors j'abrège contreventement CVT. Ça sera égal à quoi? Alors c'est une formule qui est un peu, qui va vous faire peur, mais qui est très simple à utiliser. D'accord, ça sera K, c'est un paramètre qui va dépendre des conditions d'extrémité entre les deux niveaux de l'élément de contreventement. Alors si c'est un poteau, si le poteau est bi-encastré entre les deux planchers, là j'ai un plancher, là j'ai un plancher, et là j'ai l'effort tranchant qui veut cisailler cet étage. Et si les éléments sont bi-encastrés, alors le K, ça sera égal à 12. Si par contre j'ai un poteau articulé et la tête qui est encastrée, le K égale à 3. Alors en général, dans les structures de bâtiment, le K, c'est égal à 12. Alors pour les structures en acier, d'accord, pour la charpente, souvent, la base des poteaux en charpente sont articulés. Mais c'est très rare. Voilà, donc en général, le K est égal à 12. Alors, voilà, donc j'efface tout ça. Donc l'effort tranchant revenant à l'élément J, donc ce voile-là, je vais l'appeler J, à l'étage considéré, ça sera K fois E, c'est le module de Young du matériau, le béton par exemple, c'est une donnée. I, J, c'est l'inertie. D'accord, l'inertie de l'élément de contreventement J. Alors si je prends dans le sens de l'action sismique. Donc si j'ai un effort tranchant ou bien un séisme qui va me donner des efforts tranchants VY, dans ce sens-là, dans le sens Y, alors l'inertie du système de ce voile-là, ça sera quoi? Si j'appelle son épaisseur E, et si j'appelle sa longueur L, alors I, J, ça sera quoi? Donc, par rapport à cet axe-là, ça sera quoi? Ça sera E fois L au cube sur 12. Alors, ce voile-là, s'il était soumis à un effort tranchant lorsque vous avez un séisme selon X, son inertie va changer. Ça va être IJ, ça va être égal à quoi? C'est L fois E3 sur 12. Et on voit bien ici que pour les voiles, l'inertie la plus importante, c'est celle-là.
C'est pour cela que les voiles travaillent toujours par rapport à la plus forte inertie, c'est-à-dire le voile travaille toujours ou bien résiste toujours aux efforts sismiques qui donnent des efforts tranchants d'étage dans le sens de la longueur. Regardez ici, ce voile-là, l'inertie qui va être mise en jeu, dans ce cas-là, si je vais dire qu'il va avoir, pour cet effort tranchant VI, il va y avoir un V ici, il sera très petit. Pourquoi? Parce que cette inertie va être petite. Et donc, en général, les voiles, d'accord, les voiles de contreventement, ils ne travaillent ou ils ne résistent qu'aux séismes qui ont des composantes dans le plan de la longueur. Donc ce voile-là travaillera pour un séisme VY, dans ce sens-là. Ce voile-là va travailler lorsque je vais y avoir un séisme suivant X. Bien sûr, les séismes vont venir suivant X ou suivant Y. C'est pour cela qu'on va mettre des voiles dans les deux sens. Très bien, on continue. Alors, l'effort tranchant repris par l'élément J, celui-là, d'accord, ça sera K, en général c'est 12, E, I, J, donc E, L3 sur 12, divisé par la hauteur d'étage au cube, d'accord, la hauteur d'étage qui est ici, H est H, très bien. Le tout, d'accord, divisé par les rigidités de tous les voiles. Alors regardez ici, ce terme-là, c'est quoi? Ce terme-là, le K fois E, I, J sur H étage au cube, on appelle ça la rigidité RJ, qui est égale à la rigidité, on appelle ça la rigidité de l'élément de contreventement J. D'accord? Et ça, regardez, c'est la somme de toutes les rigidités au niveau de l'étage. D'accord? C'est la somme de l'ensemble des rigidités. Ça sera la rigidité de celui-là, plus la rigidité de celui-là, de celui-là, de celui-là. D'accord? Connaissant chaque fois les longueurs et les épaisseurs, donc je pourrais calculer à chaque fois les inerties, donc je pourrais connaître les rigidités de chaque élément de contreventement. Donc, l'effort tranchant repris, regardez qu'il est proportionnel à la rigidité de l'élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'élément J a une grande rigidité, c'est-à-dire que ce terme va augmenter, celui-là il est constant. Il est constant. C'est la somme des rigidités de tout ça. Mais celui-là va changer pour chaque élément de contreventement. Alors, si je vais considérer ce poteau-là, je vais considérer la rigidité de ce poteau. Si je vais considérer ce voile-là, je vais considérer la rigidité de celui-là. Donc, plus la rigidité de l'élément va être importante, plus l'effort repris, bien la part de l'effort tranchant reprise par cet élément sera importante. Donc, plus on est fort, plus on est rigide, et plus on encaisse. C'est ça, le principe de distribution des efforts tranchants aux différents éléments dans un niveau donné. Alors, voilà, je vais effacer tout ça. Donc, on peut écrire cette équation comme ça, VJ, si vous le désirez, d'accord? Pour l'élément J, ça sera quoi? La rigidité de l'élément J sur la somme des rigidités I de l'ensemble des rigidités des éléments de contreventement. Si j'ai M éléments de contreventement, alors I variant de 1 à M. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, M. C'est une constante. Plus la rigidité est importante, plus l'effort repris par le voile est important. À l'équilibre, donc si on fait un équilibre des forces, alors l'effort tranchant au niveau donné, qui est issu
charge sismique de niveau, il va être équilibré par ces 5 éléments. Alors j'ai pris 1, j'ai pris 2, alors c'est pas celui-là, le 2, alors j'efface. Alors j'avais dit, d'accord, je me répète, regardez, j'ai un effort tranchant dans ce sens-là. Les voiles qui sont allongées comme ça ne travaillent pas. Donc je vais avoir le 1 qui va travailler, le 2 qui va travailler, le 3 qui va travailler, le 4 qui va travailler et le 5 qui va travailler. Ça, c'est des voiles. Ça, c'est des poteaux. On peut avoir des poteaux et des voiles, mixtes, système mixte. Et là, c'est un autre voile. Donc, pour ce cas-là, je l'ai considéré que 1, 2, 3, 4, 5. Alors, celui-là, que je vais appeler 6, que je vais appeler 7, lorsque le séisme est dans ce sens-là, ils ne vont pas donner, ils ne vont pas résister. Donc, il est très déformable dans ce sens-là. Mais dans ce sens-là, si le séisme va venir dans ce sens-là, celui-là ne travaillera pas, celui-là ne travaillera pas, parce il est exposé suivant l'épaisseur, donc ils ne travailleront pas, celui-là, celui-là, celui-là. Qui est-ce qui va travailler? Ces deux poteaux et ces deux voiles. Donc, dans notre cas, c'est un séisme suivant Y, donc il y a 5 éléments qui vont résister, qui vont s'opposer à l'effort tranchant d'étage VI. Donc, c'est une équation d'équilibre des forces. Très bien. Donc, l'équilibre des forces, c'est cette équation-là qui me donnera donc cette formule de répartition au niveau de chaque élément de contrevent. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a dans l'équilibre statique uniquement à vérifier l'équilibre des forces? Les forces suivant Y, il faut vérifier aussi les forces suivant X. Et là, c'est lorsque le séisme selon X existera, alors c'est la même chose. Mais il y a aussi une autre équation qu'il faudra vérifier, la somme des forces, mais là, il y a aussi la somme des moments. Et on va voir maintenant comment on va examiner, ou bien on va traiter l'équilibre des moments lorsqu'il s'agit d'un séisme. Voilà, examinons alors ce qui se passe pour l'équilibre des moments. Écrivons l'équilibre des moments par rapport au centre de masse CDM. Et on aura. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait des charges sismiques V1, V2, V3, V4, V5 pour un séisme suivant Y qui me donne un effort tranchant d'étage VI. D'accord, à l'étage I. Et on va écrire l'équation des moments par rapport au centre de masse. Est-ce que ce bâtiment-là ne va pas se tordre? Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va prendre les charges appliquées et on va écrire donc les efforts tranchants appliqués aux différents contreventements et on va écrire leur moment par rapport au centre de masse, commençant par V1. Alors, si l'axe est positif dans ce sens-là, donc mon système d'axe, il est centré au centre de masse, qu'est-ce que je vais écrire? Alors VI, il coïncide avec le centre de masse, donc il ne donnera pas de moment. Donc 0, distance égale 0, fois VI, l'effort tranchant d'étage. Donc VI, c'est l'effort tranchant d'étage. Très bien. Alors 0 fois VI, ça va donner 0. Il va être égal à quoi? Moins x1 fois V1. Moins x1 fois V1. Moins parce que c'est dans ce sens-là. C'est négatif. x1, c'est la distance du voile V1 par rapport au centre de masse. Je le connais. C'est moi-même qui ai mis ce voile ici. Donc je connais la valeur x1. C'est une donnée. V1 est donnée. L'équation 1. Alors, on va écrire maintenant pour le deuxième élément, pour le poteau. Alors ça sera plus x2, parce que dans ce sens-là, c'est l'axe positif, plus x2 fois v2, c'est une donnée, c'est une donnée, c'est une donnée, c'est une donnée, v3, v4, c'est une donnée, et v4, l'équation, là, elle m'a donné, etc. Et donc, qu'est-ce que je vais écrire? Regardez, j'ai un moins ici, et que des plus par là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reporté le moins d'un côté,
donc x1 V1, c'est égal à x2 V2 plus x3 V3 plus x4 V4 plus x5 V5. Alors regardez, c'est comme si j'avais une balance. Mizan. J'ai le centre de masse ici. D'accord? Il faudrait que ce qu'il y a à gauche, donc x1 V1, doit être équilibré par x2 V2 plus x3 V3 plus x4 V4 plus x5 V5 pour qu'il n'y ait pas, d'accord, de moment parasite. Pour qu'il n'y ait pas de moment parasite, qu'il n'y ait pas de torsion. Qui est un phénomène très dangereux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je dois mettre autant de rigidité à gauche et à droite du centre de masse pour qu'il n'y ait pas de torsion dans le bâtiment. Si je ne mets pas suffisamment à gauche et à droite, l'un va être supérieur à celui-là, l'équation des moments sera perturbée et vous allez avoir une torsion, donc un déséquilibre, donc il n'y aura plus d'équilibre de moment et il y aura un déséquilibre dans votre structure et ça engendrera un moment de torsion parasite qui sera très nuisible pour votre construction. En cas de séisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâtiment va se déplacer, donc je vais prendre un plancher, j'applique V, donc il va se déplacer d'une certaine quantité, comme ça, plus, puisqu'il y a un déséquilibre des moments, donc il va se déplacer et il va tourner, comme ça. Donc il y a un moment de torsion parasite qui est très dangereux pour les structures. Donc on fait de notre mieux pour éviter cette torsion parasite. Le séisme me donne un déplacement de temps, mais regardez, la torsion me donne encore un déplacement supérieur ici. Et c'est très dangereux. Alors pour plus de simplicité, je vais uniquement considérer, supposons que les deux, le V de deuxième voile, donc le V2, V3, V4 n'existe pas, et on va considérer uniquement que deux voiles, c'est-à-dire le 1 et le 2. L'équation va être réduite à quoi? Donc x1 fois k, vous savez que V1 c'est KEI H3 sur H au cube fois VI, c'est égal à x5 k EI5, l'inertie du voile 5 au cube fois VI. Donc si j'élimine les VI, j'élimine les H, j'élimine les E qui sont identiques à gauche et à droite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que I1, X1, I1, c'est égal à X5, I5. Ça veut dire quoi cette équation? Ça veut dire que pour garder un équilibre des moments, il faudrait que le couple de valeurs XI, II soit à gauche et à droite du centre de masse équivalent. C'est ce que j'ai dit ici, c'est un effet de balance. D'accord? Et donc c'est pour cela que les voiles de contreventement, ils sont souvent mis à égale distance ou au mieux à égale distance de part et d'autre du centre de masse pour éviter qu'il y ait un déséquilibre. D'accord? Et on va créer un moment de torsion parasite qui sera hyper dangereux pour notre bâtiment. C'est-à-dire il va subir une translation due à l'effort tranchant VI, il va se déplacer comme ça et il va tourner. C'est hyper dangereux et souvent des bâtiments ont subi des dommages graves et pertes humaines à cause de cette torsion parasite due à une mauvaise répartition des rigidités de part et d'autre du centre de masse. Alors, dans le cas particulier, donc on avait écrit tout à l'heure que x1, i1 est égal à x5, i5. Alors la fameuse balance, voilà, je le mizan, voilà. Ce qu'il y a à gauche doit être égal à ce qu'il y a à droite. Alors si I1 égale à I5, c'est-à-dire vous allez mettre le même voile, donc la même épaisseur avec la même longueur, donc l'inertie 1 et l'inertie 5 étaient les mêmes, donc ça va s'éliminer. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on trouve?
on trouve que x1 est égal à x5. Pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir un équilibre et pas de torsion, si j'appelle ça le CDM, alors si je mets un voile d'une longueur L à moins x1, je dois mettre un voile de longueur L identique à x5 égale x1. Si je mets mon voile, par exemple ici, si x5 n'est pas égal à x1, je vais mettre mon voile proche du centre, le même voile, la même inertie, mais là x5 ça sera inférieur. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir naissance d'un moment de torsion. D'accord? Donc il faut bien équilibrer la disposition des voiles de part et d'autre du centre de masse pour ne pas provoquer de torsion ou bien ne pas provoquer d'efforts supplémentaires, d'accord, sur les éléments de contreventement qui pourraient se ruiner à cause de ce moment de torsion parasite. Alors le moment de torsion, il a toujours pour valeur, s'il existe, donc si toutes les valeurs de x1 sont différentes, ça sera moins x1, sa valeur ça sera moins x1 fois v1, plus x2 v2, plus x3 v3, plus xn v1. Donc il faut essayer d'avoir, comme je viens de le dire, d'avoir une bonne répartition à gauche et à droite des rigidités. Voilà, donc sur cette figure, on voit l'effet de VI, dû au seize, plus s'il existe un moment de torsion, regardez, qui va me faire tourner, d'accord, mon plancher autour de l'axe vertical Z. Alors le moment de torsion, c'est bien connu, il aura pour valeur l'effort tranchant VI fois une excentricité EX. Donc VI, l'effort tranchant au niveau I, fois EX, l'excentricité, c'est-à-dire la distance entre le centre de masse et ce qu'on appelle ici le centre de rigidité. Alors en général, il est donné par cette formule-là, d'accord? C'est somme de xj/vj, c'est égal à la somme des rigidités. Alors, regardez ici, c'est la fameuse rigidité, Rj. Ici, la somme des rigidités. D'accord? Donc, c'est le barycentre des rigidités, c'est-à-dire c'est le centre de gravité des rigidités, si j'ose dire. Regardez, ce terme-là, c'est égal à quoi? C'est somme des Rj, xj, d'accord? Xj, c'est ça, c'est l'élément J, divisé par la somme des rigidités de tous les éléments. Alors on peut tirer d'ailleurs la valeur xr, c'est-à-dire cette distance-là, voilà, l'excentricité donc xr, c'est somme des xj rj sur somme des rj. Alors le point de coordonnée ex est appelé le centre de rigidité. Voilà. D'accord? Pour qu'il n'y ait équilibre des moments et donc pas de torsion parasite, il suffit que EX soit nul, c'est-à-dire que cette distance-là soit ici. C'est-à-dire que le centre de rigidité doit être confondu avec le centre de masse. Comment on y arrive? Eh bien, on y arrive en disposant les voiles équitablement à gauche et à droite du centre de masse. C'est ce qu'on verra dans un TD très prochain. Alors, ces équations peuvent être un petit peu ambiguës pour vous, mais vous allez voir, nous allons faire une petite application en TD qui va élucider toutes ces questions-là et ça sera carrément un jeu d'enfant pour vous. Alors maintenant, nous allons voir la répartition des efforts tranchants, des VI,
plus l'effet du moment de torsion sur les éléments de contreventement. Alors c'était clair tout à l'heure, lorsque j'avais un effort tranchant VI, voilà, celui-là en pointillé, les éléments de contreventement développaient des efforts tranchants VI de niveau. On les a calculés, hein, si vous vous rappelez, la fameuse équation 1, je vais y revenir rapidement. D'ailleurs, elle est là, la voici. Voilà, c'est cette partie-là. C'est la somme des V, plutôt c'est la rigidité de l'élément fois l'effort tranchant des tâches divisé par la somme des rigidités de tous les éléments au niveau considéré. Ça, c'est dû à l'effort tranchant VI. Mais n'oubliez pas que nous avons une torsion. Alors la torsion, regardez, elle est en bleu. Et on va voir l'effet de la torsion sur les éléments de contreventement. Lorsque le bâtiment tourne, ces voiles-là vont développer des efforts tranchants supplémentaires, regardez. Même celui-là qui ne travaillait pas parce que l'effort est dans ce sens-là, il va encaisser. Donc si ça va tourner, cette torsion, elle va engager des efforts tranchants supplémentaires, regardez, sur les éléments. C'est-à-dire, vous allez avoir l'effort tranchant dû à la translation, plus un effort tranchant dû à la rotation. C'est celui-là. Il est donné par cette grosse formule qui fait peur à beaucoup de personnes. Donc mais elle est simple utilisation. On verra en TD comment l'appliquer très bêtement. Voilà, très simplement plutôt. Et ça sera vraiment quelque chose de très bête. Hein. Donc regardez, pour chaque voile. Donc regardez les voiles qui sont à gauche du centre de masse. Les efforts tranchants s'ajoutent. Parce que ça tourne comme ça. Donc, translation plus torsion. Mais, pour les éléments de contreventement qui sont à l'autre côté, j'ai la translation, mais puis ça tourne comme ça, les efforts tranchants dus à la torsion vont se retrancher. Donc, il y aura des éléments qui vont être sursollicités par cette torsion en bleu, et il y aura d'autres éléments qui vont être soulagés. Mais en général, lorsqu'on fait un dimensionnement avec la torsion, eh bien, ce signe-là nous importe peu. Il vaut mieux avoir en excès qu'en moins. C'est gagner un petit peu de sécurité. Voilà. Donc, regardez. Donc, si j'ai un séisme suivant Y, l'effort tranchant pour l'élément de contreventement I, d'accord, ça sera la part d'effort tranchant repris pour la translation pure. D'accord? Lorsque le bâtiment se déplace, donc il est là, il devient là. Et ça, c'est lorsque le bâtiment va tourner. Donc, il y a des efforts parasites supplémentaires. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, attention. Alors, je vais vous montrer une petite application. D'accord? Bon, avant, voilà, je vous donne les coefficients K pour le fameux K qui rentre dans le calcul des rigidités. Lorsque l'élément encastré en tête et en pied, c'est le cas des bâtiments courants, le K est égal à 12. Lorsque le bâtiment est encastré en tête, le plancher haut est encastré et celui d'en bas est articulé, c'est le cas généralement des charpentes, alors le fameux K est égal à 3. Alors tout de suite, je vais vous montrer une simulation numérique sur un bâtiment très simple, en R+1. On va voir comment est affecté le comportement du bâtiment lorsqu'on met ou bien lorsqu'on dispose mal nos voiles de structure. Voilà, donc nous allons nous intéresser à un bâtiment en R+1, 2, 3, en R+3, qui est tout à fait régulier. Voilà. Alors ici, vous avez un bâtiment avec des cadres autostables. Vous avez uniquement les poteaux et les poutres. On les voit ici. Voilà. Voilà, vous avez des planchers, bien sûr, et des cadres en poteau-poutre. Alors, je vais essayer de faire l'analyse. On voit bien maintenant, regardez, si je fais une vue en plan, on voit bien que les poteaux, hein, le centre de masse, il est où? Voilà, on va essayer de voir où est le centre de masse. Voilà. Regardez, le centre de masse, il est ici. On voit bien que tout est, regardez les poteaux, donc les fameux poteaux, les éléments de contreventement, ici les poteaux, sont répartis équitablement
à gauche et à droite. C'est les mêmes poteaux, donc j'ai 1, 2, 3, 4. L'autre côté, 1, 2, 3, 4. L'autre fil, 1, 2, 3, 4. Et c'est les mêmes distances, d'accord? Donc, est-ce qu'il va y avoir une torsion dans ce bâtiment? Maintenant, avec vos connaissances, vous savez ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite, la fameuse balance. Donc, ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Donc, si je fais une balance, ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Ici, j'ai combien d'inertie? C'est la même inertie, j'ai appelé I. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8I à gauche et j'ai 8I à droite. Et c'est exactement les mêmes distances. Donc, il y a équilibre. La balance TAI des rigidités, elle est bonne. Donc, théoriquement, je ne vais pas avoir de torsion. Alors, je lance le calcul. C'est ce que je fais. Quelques secondes. Le calcul est terminé. Et vous voyez maintenant la déformée de la structure pour un séisme suivant Y. Regardez, l'axe, il est là. L'axe, il est là. Regardez, la structure s'est déplacée par simple translation. Il n'y a pas eu de torsion. Alors, je vais faire une vue en 3D. Et je vais faire l'animation. Je vais lancer l'animation. Et on voit bien que lorsqu'il y a un séisme suivant Y, regardez, il y a une simple translation. Alors, s'il y a un séisme suivant X, est-ce qu'il va y avoir une torsion? Nous avons, kiff, les mêmes distributions de rigidité à gauche et à droite, et on n'aura pas de problème pour le séisme suivant X. On le voit ici, regardez. Il n'y a pas de torsion. Il y a simplement une translation. Et donc, ce contreventement, il répond amplement, d'accord, à la règle qui dit que les rigidités doivent être distribuées équitablement à gauche et à droite du centre de masse. Et vous voyez, il n'y a pas de torsion parasite. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir le modèle et je vais mettre un voile. Je vais faire une vue en plan à l'étage 1. Je vais mettre un voile pour tous les niveaux. Alors, je vais créer un voile. Regardez, un seul côté. Je vais mettre un voile uniquement dans un endroit. Vue 3D, c'est ce que je voyais ici. Vous voyez? D'accord? J'ai un voile uniquement dans un sens. Dans l'autre sens, ma cache. Donc, je vais avoir une vue en plan. Est-ce qu'il y a équilibre? Donc, j'ai d'un côté du centre de masse 1, 2, 3, 4 poteaux, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8i, séparés d'une distance de 8 mètres et de 4 mètres. La même chose de l'autre côté. Mais là, regardez, j'ai une grosse inertie. Je vais avoir plus i du voile. Dans quel sens? Pour le séisme suivant, ce voile travaillera pour un séisme suivant y. Et donc, il n'y a plus d'équilibre des rigidités. D'accord? Donc, je vais m'attendre à ce qu'il va y avoir de la torsion. Et vous devez sentir ça, vous aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer le calcul une seconde fois et voir est-ce que ça va créer cette fameuse, est-ce qu'il va y avoir cette fameuse torsion qui va apparaître. On le laisse travailler quelques secondes. Voilà, regardez. Est-ce que vous voyez maintenant que le bâtiment, regardez, a subi une torsion? Mon bâtiment subit de la torsion. Je vais faire une animation. C'était prévisible d'ailleurs. Vous voyez? Pour un séisme suivant Y, il y a de la torsion. Pour un séisme suivant X, est-ce qu'il va y avoir de la torsion? Non, parce qu'on avait dit tout à l'heure que les voiles disposés dans ce sens-là, voilà, ils n'ont aucune rigidité dans ce sens. Donc s'il y a un séisme dans ce sens, ce voile-là, sa rigidité est tellement négligeable qu'il ne va pas agir sur la structure. Il n'aura pas d'effet pour des séismes earthquake selon X. Et donc,
probablement, je ne vais pas avoir de torsion lorsque le séisme viendra du sens X. On va voir maintenant. Séisme suivant X. Regardez. Animation. Donc pour les séismes suivant Y, ça a donné de torsion parce qu'il a une grande rigidité ici. Pour les séismes suivant X, il n'a pas de rigidité et donc regardez, il n'a pas donné d'influence. Mais ça reste quand même un modèle qui n'est pas bon. Un modèle qu'il faudrait corriger parce que j'ai de la torsion lorsque j'ai un séisme suivant Y. Alors comment on va corriger? Je vais ouvrir mon modèle. D'accord, je vais choisir tous les étages, all stories, et je vais rajouter un voile où? Je vais le rajouter ici. Allez, on va voir. On va le rajouter, on ne perd rien. Mais c'est clair que si je le rajoute ici, est-ce qu'il y aura cette fameuse symétrie? Non, il n'y aura pas de symétrie. Il y aura toujours un problème de torsion. J'ai rajouté un voile identique à celui-là, mais qui n'est pas à la bonne distance. Ici, il est à 8 plus 4, à moins 8 plus 4, c'est-à-dire 8 mètres. La moitié, c'est 4. Donc, il est à moins 12 mètres. Ici, il est à plus 4 mètres. Je lance le calcul. Voilà, le calcul est terminé. Regardez qu'est-ce qui se passe. Donc, j'avais mis un voile dans ce sens et un voile ici. Il y a toujours un déséquilibre. Il y a toujours cette torsion pour le séisme suivant Y. Donc, pour rétablir l'équilibre, il va falloir mettre le voile, ce voile-là, d'accord? Il va falloir le mettre ici. Donc, on va le choisir et on va le déplacer tout simplement. On va lui dire, déplace-moi ces voiles-là. De ce point-là vers ce point. Appliquer. On va voir s'il n'y a pas eu de problème de copie. Très bien, il est à la bonne position. Je lance le calcul. Voilà, une fois le calcul a été terminé, regardez, vous avez tout simplement, lorsque vous avez un séisme suivant Y, vous avez uniquement un déplacement, voici l'origine, un déplacement horizontal, donc une translation pure. Donc il n'y a plus de torsion. Voyons maintenant pour le séisme suivant X. Voilà, pour le séisme suivant X, vous avez toujours un déplacement et pas de torsion. Donc pour voir en 3D, voilà, on va faire une petite animation. Donc on a corrigé notre contreventement. Ce bâtiment est bien conçu, les contreventements sont bien placés à gauche et à droite du centre de masse, à des distances, donc c'est la même rigidité et la même distance. Donc voilà, mais reste encore un point, supposons que je vais mettre un voile, donc je disais, supposons que je mette un voile à la bonne distance, mais qui aura la moitié de la rigidité de ce voile-là. Donc je vais, d'accord, mettre uniquement le tiers d'un voile, allez. Voilà, je vais supprimer celui-là et celui-là. Est-ce qu'il y a équilibre des rigidités? Ils sont à la même position, donc aux mêmes distances, mais cette rigidité est inférieure à cette rigidité. Donc je vais sûrement avoir encore de la torsion. Faisons le calcul. Une fois que le calcul a été fait, regardez, j'ai les mêmes voiles, j'ai un voile de ce côté-là et un tiers du voile de ce côté-là. Les distances sont bonnes, mais les inerties ne sont pas bonnes. Il y a de la torsion. On voit bien que le bâtiment, regardez, tourne. On va voir en 3D ce que ça donne. Voilà, je fais mon animation. Donc il ne suffit pas de mettre à la bonne distance de part et d'autre, mais il faudrait mettre les mêmes rigidités. Regardez la torsion. Voilà. Tout à l'heure, elle n'existait pas. J'ai changé uniquement la rigidité. Et donc, X1, I1 est supérieur à X5,
j'appelle ça 5, X5, I5, et il n'y a pas d'équilibre, donc la fameuse balance n'existe plus de part et d'autre du centre de masse, et vous avez votre torsion. Alors, pour le séisme suivant X, regardez, il n'y a pas de souci, donc suivant X, ces voiles-là ne travaillent pas, d'accord, travaillent uniquement suivant l'axe de forte inertie, et là, voilà, il n'y a pas de torsion. Donc le raisonnement que je viens de faire pour des voiles suivant Y, pour un séisme suivant X, c'est aussi le même pour des voiles, parce qu'il faut mettre les voiles dans les deux directions. Ce sera exactement le même raisonnement pour des voiles suivant X. Voilà, donc ce qui termine le cours des contreventements. Nous verrons plus tard un ou deux exercices sur les contreventements. Je vous remercie et à bientôt, Inch'Allah.